Bonjour, professeur Antonio Novoa. Vous êtes professeur en histoire comparée et recteur de l'Université de Lisbonne au Portugal, et vous venez d'intervenir au colloque de l'Association française des administrateurs de l'éducation dans une conférence intitulée Lumière sur l'école, comment interpréter les débats éducatifs dans le monde. Dans cette conférence, vous nous dites que le renouveau pédagogique doit prendre en compte les nouveaux espaces-temps pour que l'information se transforme en connaissance et la communication en apprentissage. Comment, selon vous, le numérique appliqué aux technologies de l'information va modifier dans les années à venir le rôle et le fonctionnement de l'école? D'accord. Dans un certain sens, merci de votre question. Dans un certain sens, pendant longtemps, on a défini l'école à partir des trois lieux du théâtre classique. L'espace, le temps et l'action. Donc l'école avait lieu dans un certain espace, dans un certain temps, et à travers une action intentionnelle d'un enseignant envers un élève. Or, ces trois unités du théâtre classique, elles sont en train d'exploser dans un certain sens. D'une part, il faut maintenant faire une réflexion forte sur l'espace, une réflexion sur l'architecture scolaire, sur ce qu'est l'espace de l'école, la dimension spatiale de l'école, une réflexion avec le même courage, la même innovation qu'on l'a fait à la fin du XIXe siècle. Quand on a inventé la maison de l'école à la fin du XIXe siècle, ça a été le résultat d'une réflexion de médecins, d'architectes, d'éducateurs. Il faut repenser maintenant l'espace de l'école. Mais il faut aussi repenser le temps de l'école. Le temps de l'école qui avait donné origine aussi au début du XXe siècle à des réflexions psychologiques sur la fatigue, sur l'attention, sur la mémoire, etc. Il avait été emprisonné dans cette grille horaire d'une heure pendant X heures. Tout ça, il faut aussi repenser cette dimension du temps scolaire. Et finalement, il faut repenser la dimension de l'action didactique intentionnelle. C'est vrai que l'action didactique intentionnelle est très importante, mais elle n'est pas la seule à être porteuse d'apprentissage, à être porteuse de connaissances. Et quand on remarque ces trois niveaux, on voit que le numérique, les technologies, surtout les nouvelles technologies digitales, ce qu'on appelle les technologies mobiles, les technologies qui voyagent avec nous, qui ne sont plus attachées à un lieu spécifique, à une matérialité spécifique, que ces dimensions sont centrales dans ces trois espaces. Dans le renouvellement des espaces, dans une autre conception de quel est l'espace de l'apprentissage, de quel est le temps de l'apprentissage et quelle est la manière de conduire ces apprentissages. Mais ne pourrait-on pas également, et que pensez-vous de cette pensée, imaginer que l'espace aille au-delà de l'école, que le temps aille au-delà de l'école? Et puisque vous avez parlé d'espace public d'éducation, ne peut-on penser également au concept d'éducation formelle qui pourrait être celle missionnée, donnée à l'école, et d'éducation informelle à d'autres moments, dans d'autres lieux et dans d'autres types d'actions que celle qui se met en œuvre à l'école? Et si c'est le cas, ne pensez-vous pas qu'il y a une forme, je dirais, de déstabilisation potentielle de ce qu'est l'école aujourd'hui? Tout à fait. Je crois que ça, c'est exactement le point. Le point, c'est le besoin d'investir du point de vue de l'apprentissage, toute une série d'espaces et de temps qui ne sont pas uniquement l'espace scolaire du bâtiment et le temps scolaire. Et donc, c'est de comprendre comment, par exemple, les jeunes aujourd'hui apprennent souvent beaucoup plus dans les réseaux sociaux, ou dans toute une série d'interactions. On vient de publier au Portugal une enquête la semaine dernière où chaque jeune de 13 ou 14 ans, en moyenne, il envoie une centaine de messages SMS par jour. On est devant une explosion de la communication. Il est obligé à communiquer, il est obligé à rédiger des choses, il est obligé à écrire, il est obligé à parler avec l'autre. Or, tout ça a une dimension d'apprentissage absolument fantastique. Mais il faut après avoir un lieu institutionnel où ce travail est élaboré et est transformé en apprentissage. Et c'est pour ça que je parle. On est dans une société de l'information
mais il faut après un travail pour transformer cette information en connaissance. Il y en est dans une société de la communication, mais il faut après un travail pour transformer cette communication en apprentissage. Et alors c'est ça le travail de l'enseignant, à mon avis. Je veux dire, le rôle identitaire de l'enseignant aujourd'hui, ce n'est plus un proviseur d'information, mais c'est quelqu'un qui transforme l'information en connaissance. Ce n'est pas un proviseur de communication, mais c'est quelqu'un qui transforme la communication en apprentissage. Et c'est ça, cette transformation de l'information en connaissance et de la communication en apprentissage qui, à mon avis, définit le rôle identitaire de l'enseignant. Mais ce rôle identitaire de l'enseignant, tel que vous l'avez défini, et à Educavox, nous partageons cette analyse, implique impérativement qu'il y ait un autre type de formation des enseignants pour qu'ils soient tout à fait capables de gérer ce que vous proposez. Tout à fait, tout à fait. Et nous, on doit changer totalement nos conceptions de formation des enseignants. On est enclosoré, on est encloître, on est renfermé au sein de conceptions très classiques de formation des enseignants. On peut de connaissances disciplinaires, plus on peut de connaissances pédagogiques, plus on peut de pratiques, etc. Et ça sert à rien, je veux dire, aujourd'hui. Alors on doit avoir une autre conception de la formation des enseignants, très liée au travail pédagogique concret des enseignants, mais très influencée par un débat théorique et intellectuel, qu'on est en train ici de signaler, très influencé par une dimension de recherche sur le terrain, etc., très influencé par ce qui est la vie quotidienne aujourd'hui et la manière dont on peut l'utiliser au fin de l'apprentissage. Et ce sera la dernière question. Votre expertise, votre vision, vos voyages, vos découvertes que vous faites, vous les avez dites, dans le monde entier en observant les systèmes éducatifs, vous laisse-t-elle quelque espoir que l'on puisse parvenir à une école telle que vous la définissez dans les années qui viennent? Sans doute, parce que cette école elle existe déjà à beaucoup d'endroits. C'est-à-dire elle existe déjà, on n'est pas en train de faire une utopie de quelque chose qui n'existe pas. On est en train de voir qu'est-ce que est en train de fonctionner mieux aujourd'hui, les signes de ce qui existe déjà, et voir comment on peut les élargir. Il y a beaucoup d'endroits, j'ai visité beaucoup d'écoles, beaucoup d'espaces où ce qu'on est en train de dire ici est déjà une réalité concrète. Et donc il suffit d'être capable de prolonger, d'étendre, d'élargir ces expériences et d'être capable d'influencer l'ensemble du monde de l'éducation et du monde de la formation des enseignants. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi.